Je me suis réveillé à 6 heures du matin au son de ma propre famille essayant de défoncer la porte de mon appartement avec un pied de biche. Avant de vous raconter comment j'ai légalement et complètement détruit leur vie entière en retour, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le métal lourd a frappé le chêne massif de ma porte d'entrée avec un bruit sourd et répugnant. Le bois a gémi, un craquement aigu résonnant dans mon salon silencieux. De la poussière est tombée du cadre de la porte. Puis est venue la voix de mon père, étouffée mais complètement déchaînée, criant depuis le couloir. Il exigeait que j'ouvre la porte immédiatement, hurlant que j'avais ruiné la famille, ruiné sa vie et que j'allais payer. Ma mère était juste derrière lui, sa voix perçante et hystérique tandis que mon frère aîné Mathieu frappait du poing contre le Judas. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide tout de suite. Au lieu de cela, je me tenais dans ma cuisine, pieds nus sur le carrelage froid, tenant une tasse chaude de café noir. J'ai pris une lente gorgée. J'ai regardé la poignée de porte trembler violemment. Sur mon îlot de cuisine reposait un épais et lourd dossier couleur ocre. À l'intérieur de ce dossier se trouvait une montagne de documents juridiques, de relevés bancaires, et la preuve absolue des crimes financiers que ma famille avait commis contre la seule personne qui comptait vraiment pour moi. J'étais complètement calme parce que cet effondrement total qui se produisait dans mon couloir était exactement ce que j'avais planifié. Pour comprendre pourquoi mon père essayait actuellement de commettre un crime juste pour me mettre la main dessus, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. La vérité n'a pas commencé avec un pied de biche. Elle a commencé il y a exactement 8 mois, assis autour de l'immense table à manger en acajou de mes parents. Ce soir-là, l'air de la pièce était épais de la tension suffocante habituelle. Mes parents m'avaient invité, moi et ma fiancée Chloé, pour ce qu'ils appelaient un dîner de célébration. Mathieu, mon frère aîné, allait se marier. Mathieu était l'enfant en or. Il était le fils et nous autres étions censés graviter autour de lui et être reconnaissants pour sa chaleur. À mi-chemin du plat principal, mon père s'est raclé la gorge. Il a plongé la main dans sa veste de costume, car oui, mon père portait une veste de costume pour dîner chez lui juste pour projeter de l'autorité, et a sorti une épaisse enveloppe scellée. Il ne m'a même pas regardé. Il a croisé le regard de Mathieu, son visage rayonnant d'une fierté troublante, et a fait glisser l'enveloppe sur la table. Ta mère et moi avons parlé, a dit papa, sa voix résonnant comme s'il s'adressait à un conseil d'administration au lieu de ses fils. Nous savons que les mariages coûtent cher. Nous voulons que tu aies le meilleur. Alors, nous avons décidé de donner ton fonds de mariage à Mathieu. Il mérite un vrai mariage, et compte tenu de sa récente promotion, il est tout à fait approprié que nous soyons à la hauteur de son succès. La pièce s'est complètement figée. Ma mère a hoché la tête vigoureusement, un sourire pincé et approbateur sur son visage. Mathieu a pris l'enveloppe, la pesant dans sa main, un sourire suffisant et arrogant étirant les coins de sa bouche. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté assis là. Cet argent était à l'origine mon fonds d'études universitaires. Quand j'ai décidé de ne pas faire 4 ans d'université pour créer ma propre entreprise de design freelance, mes parents m'ont dit qu'ils le garderaient pour mon futur mariage. C'était une promesse qu'ils avaient répétée pendant des années. Et maintenant, d'un simple coup de poignet, ils le donnaient à un homme qui gagnait déjà 6 chiffres juste pour qu'il puisse acheter une sculpture de glace plus grande ou un arrangement floral plus ridicule. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste tourné la tête et regardé Chloé. Elle était assise à côté de moi, sa posture parfaitement droite. Chloé portait un simple pull beige et ses cheveux étaient attachés avec une pince ordinaire. Elle avait l'air normale, calme, discrète, mais j'ai vu le feu éclater dans ses yeux sombres. Elle a posé sa serviette sur la table. Elle s'est levée lentement de sa chaise, les pieds raclant le parquet, le bruit fendant le silence comme un couteau. Elle a regardé directement mon père, puis Mathieu, et enfin moi. Dois-je leur dire ce que je fais dans la vie, m'a-t-elle demandé, sa voix dangereusement calme. J'ai tendu la main et j'ai doucement attrapé sa main. J'ai serré ses doigts. Pas encore, ai-je chuchoté. Laissons-leur cela. Mon père a ricané, levant les yeux au ciel en coupant son steak. S'il te plaît, Julien, ne fais pas de scène. Nous savons tous que tu as choisi un chemin différent. La stabilité compte. Un salaire régulier compte. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous financions un avenir hypothétique alors que ton frère est en train de construire un héritage. J'ai laissé l'insulte me submerger. J'avais passé toute ma vie à apprendre à absorber leurs bêtises.
Mais en restant assis là à regarder l'avidité pure émanant de mes parents et de mon frère, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental s'était brisé en moi. Je ne savais pas encore que prendre mon argent n'était que le début. Le vrai cauchemar, la trahison écœurante qui mènerait finalement à un pied de biche à ma porte, se cachait encore dans l'ombre. Grandir dans cette maison, c'était comme vivre dans un musée dédié à la vie de quelqu'un d'autre. Si vous entriez dans le couloir principal, vous ne sauriez même pas que 2 enfants y vivaient. Il était entièrement consacré à Mathieu. Nous l'appelions le mur de la gloire. Chaque centimètre carré de la cloison sèche d'un blanc immaculé était couvert de preuves encadrées sur mesure de l'existence de mon frère. Il y avait ces trophées de débat, parfaitement polis. Il y avait la lettre d'acceptation d'une université de premier rang, montée sur du velours. Il y avait des coupures de journaux lorsque son équipe de lacrosse du lycée avait remporté le championnat d'État. Et en évidence, une énorme photographie éclairée professionnellement de Mathieu serrant la main du directeur régional de son entreprise le jour où il a obtenu sa première promotion majeure. Mes jalons, ils n'existaient pas. Quand j'ai décroché mon premier client important en tant que graphiste indépendant, ma mère a juste soupiré et m'a demandé si cela venait avec une assurance maladie. Quand j'ai payé ma première voiture en espèces, mon père m'a dit que les vrais hommes achetaient de l'immobilier, pas des actifs qui se déprécient. Mes souvenirs vivaient dans les espaces sombres entre les cadres de Mathieu. J'ai appris très tôt à me déplacer dans cette maison sans faire de bruit, sans attendre d'éloges et sans demander d'amour. La seule personne qui me voyait réellement était la femme qui vivait à quelques pâtés de maison de là, ma grand-mère Éléonore. Elle était la mère de ma mère, mais elle ne pouvait pas être plus différente. Là où ma mère était froide et obsédée par les apparences. Ma grand-mère était chaleureuse, authentique et terre à accent grave terre. Sa maison sentait la lavande séchée et le sucre cuit. Chaque fois que la pression de la maison de mes parents devenait trop forte, je me rendais à vélo chez elle. Elle m'attendait sur le porche, tenant une assiette de biscuits chauds fraîchement cuits. « Mange, Julien, disait-elle, ses yeux plissés au coin. La douceur est pour l'équilibre. Le monde n'est pas toujours juste, alors nous devons créer notre propre douceur là où nous le pouvons. » Elle apportait de la douceur à une vie qui me semblait souvent comme frotter contre du papier de verre. Elle ne m'a jamais interrogé sur mes revenus. Elle m'a interrogé sur mon article. Elle m'a demandé si j'étais heureux. Quand j'ai commencé à sortir avec Chloé, grand-mère Éléonore a été la première personne à qui je l'ai présentée. J'étais nerveux. Ma famille avait l'habitude de déchirer quiconque ne correspondait pas à son esthétique de club de campagne. Chloé est arrivée chez ma grand-mère vêtue d'un jean usé et d'un simple t-shirt gris. Pas de logo de designer, pas de bijoux coûteux, juste une gentillesse tranquille et observatrice dans ses yeux. Grand-mère Éléonore l'a regardée, a versé 2 tasses de thé, et elles ont parlé pendant 3 heures d'affilée. Elles ont parlé de livres, de jardinage, des étranges façons dont le monde fonctionne. Quand Chloé est allée à la cuisine pour laver les tasses, ma grand-mère s'est penchée sur la table, m'a attrapé le bras avec une force surprenante et a murmuré « N'ose pas perdre cette fille, Julien. Elle est plus solide qu'elle n'en a l'air. Elle a une colonne vertébrale en acier. » Elle avait raison. Chloé n'a jamais essayé d'impressionner personne. Elle est juste apparue avec une force tranquille dont j'avais désespérément besoin. Malheureusement, mes parents ne partageaient pas l'intuition de ma grand-mère. Lorsque j'ai finalement amené Chloé à la maison principale pour une présentation officielle, ce fut un désastre. Pour mes parents, la simplicité de Chloé était offensante. Ils assimilaient son manque de marque flashy à un manque de valeur. Pendant ce premier dîner, mon père a traité la conversation comme un entretien d'embauche agressif. « Alors, Chloé » a dit papa, se penchant en arrière sur sa chaise et faisant tournoyer son vin coûteux. « Julien me dit que tu travailles dans la technologie. C'est un vaste domaine. Es-tu dans le service client, la saisie de données? Quel est exactement ton niveau de salaire? » Chloé n'a pas bronché. Elle a juste offert un sourire poli, incroyablement neutre. « Je travaille du côté du développement et de la gestion. Ça me garde occupé. » Ma mère a poussé un rire court et condescendant. « Eh bien, c'est gentil, ma chérie. Tant que tu peux payer ton loyer. Nous nous inquiétons toujours pour Julien. Il manque de direction. Nous espérons juste qu'il ne t'entraîne pas dans un style de vie que tu ne peux pas te permettre. » Papa a pointé sa fourchette vers moi. « Vous deux devriez réfléchir attentivement avant de prendre des engagements que vous ne pouvez pas tenir. La vie n'est pas bon marché et l'amour ne paie pas l'hypothèque.
Ils ont coché la case dans leur tête. Ils ont décidé que Chloé n'était personne. Ils ont décidé qu'elle manquait d'ambition, qu'elle était inférieure à la fiancée de Mathieu, une femme qui venait d'une famille riche et s'assurait que tout le monde le sache. Ils n'ont jamais pris la peine de demander à quel niveau nous jouions réellement. Ils ont juste supposé que nous étions au plus bas. Quelques semaines après qu'ils aient volé mon fonds de mariage, la planification du mariage de Mathieu s'est accélérée. La maison est devenue une zone de guerre de fleurs, de menus de traiteurs et de listes d'invités. J'ai essayé de rester à l'écart, mais la tension était si épaisse qu'on pouvait s'y étouffer. Un dimanche après-midi, j'étais chez grand-mère Éléonore, l'aidant à tailler les rosiers dans son jardin. J'étais silencieux, la mâchoire serrée, pensant au regard sur le visage de mon frère quand il a pris mon argent. Grand-mère l'a remarqué. Elle le remarquait toujours. Elle a coupé une fleur morte de la tige, ses mains tremblant légèrement, mais ses mouvements précis. Elle ne m'a pas regardé quand elle a parlé. Ils sont très bruyants en ce moment, tes parents, a-t-elle dit doucement. Très bruyants à propos de ce mariage. Très bruyants à propos de l'argent. Ils veulent juste que Mathieu ait l'air bien. J'ai murmuré, arrachant une mauvaise herbe de la terre. Grand-mère a secoué la tête, une profonde tristesse s'installant sur ses traits. Non, Julien. Les gens qui sont en sécurité n'ont pas besoin de crier à ce sujet. Parfois, les pièces les plus bruyantes contiennent le moins de vérité. Sois prudent. Je sens une tempête arriver. Je n'ai pas pleinement compris son avertissement alors. Je ne savais pas que la tempête qu'elle sentait se formait déjà directement au-dessus de sa propre tête. La tempête a officiellement touché terre 2 semaines plus tard, et elle est arrivée sous la forme d'une Porsche 911 noire minuit. J'étais en train de me garer dans l'allée de mes parents pour déposer du courrier quand je l'ai vue. La voiture brillait sous le soleil de l'après-midi, agressivement garée en plein milieu de l'allée. Mathieu était appuyé sur le capot, portant des lunettes de soleil de créateur, riant bruyamment avec son meilleur ami et garçon d'honneur, Julien. Alors que j'approchais, Julien a donné un coup de coude à Mathieu et a pointé ma berline délabrée. « Et mec, dis à ton frère qu'il a garé son antiquité un peu trop près du chef-d'œuvre. » Mathieu a ri. Un son discordant et dur. « Ne t'inquiète pas. » Julien est habitué à rester dans sa voie. Il a tapoté le capot de la voiture de sport. « Qu'en penses-tu, petit frère ? Cadeau de mariage anticipé pour moi-même. Il faut avoir l'air d'un mari qui réussit, non ? Belle voiture, ai-je dit d'une voix neutre, ignorant l'insulte. Comment finances-tu l'assurance en plus d'un mariage de destination ? Le sourire suffisant de Mathieu a vacillé pendant une fraction de seconde. Ses yeux ont esquivé avant de revenir avec une arrogance renouvelée. Ne t'inquiète pas pour mes finances, freelance. J'ai mes moyens. Certains d'entre nous savent comment exploiter nos atouts. Je suis passé devant eux et je suis entré. Un étrange nœud se formait dans mon estomac. Mathieu gagnait bien sa vie, c'est sûr, mais une Porsche flambant neuve, ça ne collait pas, mais j'ai repoussé cette pensée. J'avais des choses plus importantes à me soucier. Mes parents avaient organisé un somptueux voyage de 4 jours dans un complexe exclusif pour célébrer le compte à rebours final avant le mariage de Mathieu. Étonnamment, ils avaient invité grand-mère Éléonore à les accompagner. Ils ont dit que c'était pour honorer la matriarche de la famille. Le matin du vol, j'ai conduit grand-mère à l'aéroport pour les rencontrer. Elle était si excitée. Elle avait passé toute la semaine à se préparer. Elle avait acheté un nouveau chemisier bleu marine, s'était fait coiffer et avait emballé une petite valise soignée. Alors que nous traversions les portes vitrées coulissantes du terminal, elle serrait fermement son sac à main, un sourire plein d'espoir et radieux sur son visage. Nous avons trouvé mes parents, Mathieu et sa fiancée debout près du comptoir d'enregistrement premium. Ils étaient entourés d'énormes bagages rigides, riant et buvant des cafés glacés coûteux. « Éléonore, tu es venue » a dit ma mère, offrant une étreinte raide et à un bras qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr que oui » a souri grand-mère. « Je ne manquerais ça pour rien au monde. » Nous nous sommes tous dirigés vers le comptoir. L'agente de billetterie, une jeune femme dont le badge indiquait Amanda, a commencé à taper sur son clavier. Elle a vérifié les passeports de mes parents. Elle a vérifié celui de Mathieu. Puis elle a pris la carte d'identité de grand-mère Éléonore. Amanda a tapé pendant quelques secondes. Elle a froncé les sourcils. Elle a frappé fort sur la touche retour arrière. Elle a retapé.
Le silence au comptoir a commencé à s'étirer, devenant cassant. « Je suis désolé, madame, » a dit Amanda, levant les yeux avec une confusion sincère. « Il n'y a pas de réservation sous ce nom. » L'air dans le terminal a semblé disparaître. J'ai fait un pas en avant, mon cœur battant soudainement contre mes côtes. « Que voulez-vous dire ? » Vérifiez encore. Eleanor Davis. « Je regarde juste le manifeste de vol, monsieur, » a répondu Amanda avec sympathie. « J'ai Robert, Sarah, Mathieu et Jessica. Il n'y a pas de 5e billet réservé. En fait, ce vol est entièrement complet. Il ne reste plus une seule place. » Je me suis tourné pour regarder mes parents. Ils ont échangé un regard rapide et calculé. Cela a duré moins d'une seconde, mais je l'ai capté. Ce n'était pas un regard de surprise. C'était un regard de culpabilité. Oh mon Dieu! Ma mère a haleté, pressant une main sur sa poitrine dans une horrible démonstration de fausse stupeur. Robert, qu'est-ce qui s'est passé? L'agence de voyage a dû faire une erreur. Je leur ai spécifiquement dit 5 billets. Mon père a secoué la tête, l'air profondément contrarié plutôt que bouleversé. C'est un problème de système. Les compagnies aériennes typiques. Écoute, Eleanor, je suis tellement désolé. Nous ne pouvons rien faire pour le moment. L'embarquement a lieu dans 20 minutes. Grand-mère Eleanor est restée là, complètement figée. Le sourire radieux qu'elle avait affiché toute la matinée a lentement disparu de son visage, remplacé par un regard d'humiliation profonde et écrasante. Sa main a tremblé alors qu'elle tendait la main et reprenait doucement sa carte d'identité à Amanda. Peut-être que je peux prendre un vol plus tard, a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement de l'aéroport. Maman, c'est un complexe privé. La logistique est trop compliquée maintenant, a dit ma mère rapidement, attrapant déjà la poignée de sa valise. Julien est juste ici. Il peut te ramener à la maison. Nous te rapporterons un joli souvenir. D'accord. Ils n'ont pas attendu de réponse. Mathieu n'a même pas dit au revoir. Il vérifiait déjà son téléphone et se dirigeait vers la file de sécurité. Mes parents lui ont jeté un dernier regard apitoyé avant de tourner le dos et de s'éloigner, laissant une femme de 80 ans debout au milieu d'un aéroport bondé. Complètement abandonnée. L'humiliation s'installe différemment lorsqu'elle frappe quelqu'un que l'on aime. Elle est plus lourde. Elle est comme un coup physique à la poitrine. J'ai senti une fureur blanche et brûlante s'allumer dans mon sang. Une rage si intense qu'elle a brouillé ma vision. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement posé doucement ma main sur le dos de grand-mère et je l'ai guidée hors du terminal. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut d'un silence déchirant. Elle était assise droite sur le siège passager, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, fixant le vide par la fenêtre tandis que la ville défilait. Toutes les quelques minutes, elle faisait un petit signe de tête, presque imperceptible, comme si elle avait une conversation dans sa tête que seule elle pouvait entendre. Quand nous sommes finalement arrivés dans son allée, je l'ai aidée à sortir de la voiture. Elle se déplaçait lentement, ses os semblant plus lourds, alourdis par le pur manque de respect de sa propre chair et de son propre sang. Elle n'est pas allée dans le salon. Elle a traversé la maison, a ouvert la porte arrière et est sortie dans son jardin de roses. Je me tenais sur le seuil, la regardant. Elle s'est agenouillée dans la terre, ruinant son nouveau chemisier bleu marine. Elle a tendu la main et a touché une feuille flétrie sur une tige de rose, ses doigts tremblants. Ils ne m'ont pas oublié, Julien, a-t-elle dit, sa voix se brisant, rompant le silence du jardin. Je suis descendu sur l'herbe. Grand-mère, c'était une erreur de la compagnie aérienne. Elle m'a interrompu, levant les yeux vers moi. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais ils étaient aussi incroyablement vifs. N'insulte pas mon intelligence et ne les défends pas. Les gens révèlent leur vrai caractère par de petits choix. C'était un choix. Ils ont décidé que je n'étais pas nécessaire. Elle a de nouveau baissé les yeux vers la terre. Ils m'ont utilisé, Julien. Et je pense qu'ils m'utilisent depuis très longtemps. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement. Chloé était assise sur le canapé, lisant un livre. Quand elle a vu mon visage, elle a immédiatement posé le livre. Je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté l'aéroport, le faux choc, la cruauté absolue de l'avoir laissé derrière. J'ai ouvert mon ordinateur portable.
J'avais accès à un compte email familial partagé que mon père utilisait pour les factures ménagères. Un vestige du temps où je les avais aidés à configurer leur réseau domestique il y a des années. Ils pensaient que j'avais supprimé mon accès. Je ne l'avais pas fait. J'ai cherché dans la boîte de réception le nom de la compagnie aérienne. J'ai trouvé la confirmation de réservation originale datant d'il y a 2 mois. Il y avait 5 billets, mais j'ai ensuite trouvé un email d'il y a 3 semaines. C'était une confirmation d'annulation. Mon père avait explicitement annulé le billet économique de grand-mère Éléonore. Et avec l'argent remboursé, plus un paiement supplémentaire massif, il avait surclassé Mathieu et sa fiancée en première classe. Il ne l'avait pas oublié. Ils avaient vendu sa place pour que l'enfant en or puisse boire du champagne avant le décollage. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. La tempête était pleinement arrivée, et j'allais m'assurer qu'elle déchire leur vie. La découverte du billet annulé fut un coup écœurant, mais ce n'était que la surface de la pourriture. Si mes parents étaient prêts à abandonner ma grand-mère à l'aéroport pour un surclassement en première classe, je devais savoir de quoi d'autre ils étaient capables. Chloé était assise à côté de moi sur le canapé, fixant le reçu de la compagnie aérienne sur mon ordinateur portable. Son expression était complètement illisible. Un masque de concentration froide et calculatrice. S'il ment à propos d'un billet d'avion, il ment à propos de l'argent, dit Chloé doucement. Julien, combien de contrôle ton père a-t-il sur ses finances? La question m'a frappé comme un coup physique. Il y a des années, lorsque mon grand-père est décédé, grand-mère Éléonore était dépassée. Elle avait un héritage substantiel, un fonds de retraite massif et une maison entièrement payée. Mon père, jouant le rôle du gendre responsable, s'était porté volontaire pour gérer ses comptes afin de la décharger du stress. Il lui avait présenté un conseiller financier nommé Carter. Carter était pratiquement traité comme de la famille. Il venait chez nous pour Thanksgiving, buvait du scotch avec mon père et appelait toujours ma mère Sarah. Il a une procuration totale, ai-je chuchoté, la réalisation me glaçant le sang. Tu penses qu'ils ont franchi cette limite, a demandé Chloé, ses yeux se fixant sur les miens. Je pense qu'ils l'ont effacé il y a longtemps, ai-je répondu. Ma voix ne tremblait pas. Je n'étais plus triste. J'étais armé. Le lendemain matin, j'ai conduit chez grand-mère. Je l'ai assise à la table de la cuisine et je lui ai parlé du billet annulé. Je lui ai montré l'email. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste fixé le morceau de papier, sa mâchoire se serrant en une ligne dure et rigide. Le chagrin de la veille s'était consumé, ne laissant que de la clarté. Grand-mère, j'ai besoin de voir tes relevés bancaires, pas les résumés que papa t'imprime. J'ai besoin des identifiants réels, des données brutes. Elle est allée dans sa chambre et a sorti un petit carnet en cuir dessous son matelas. Il contenait tous ses mots de passe. Chloé et moi avons passé les 48 heures suivantes plongées dans une traînée numérique de pure trahison. Nous avons imprimé des années de relevés bancaires, de portefeuilles d'investissement et de virements, les étalant sur le sol de mon salon. C'était un massacre. Mes parents n'avaient pas seulement puisé dans ses fonds. Ils avaient pratiquement attaché un tuyau à ses économies de toute une vie. Il y avait des frais administratifs siphonnés chaque mois vers une LLC enregistrée au nom de ma mère. Il y avait d'énormes retraits non autorisés répertoriés comme des prêts pour l'amélioration de la maison qui coïncidaient étrangement avec les dates exactes où mes parents avaient rénové leur cuisine et installé une piscine. Et puis j'ai trouvé la preuve irréfutable, un retrait mensuel récurrent de $2500. Cela a commencé exactement une semaine avant que Mathieu n'amène cette nouvelle voiture à la maison. La ligne de mémo sur le virement indiquait simplement « Location utile Porsche SVC ». J'ai serré le papier si fort que mes jointures sont devenues blanches. Toute la persona riche de Mathieu. La voiture qu'il utilisait pour se moquer de ma carrière. L'image qu'il projetait à sa riche fiancée. Tout cela était financé par l'argent de la retraite d'une femme de 80 ans. Et Carter, le conseiller financier familial de confiance, avait approuvé manuellement chaque virement, contournant les alertes de fraude en affirmant qu'il avait le consentement verbal de ma grand-mère. Nous n'attendons pas qu'il le refasse, a dit Chloé, debout au-dessus de la mer de preuves. Nous verrouillons les portes tout de suite. Nous avions besoin d'un professionnel. Nous avions besoin de quelqu'un qui ne se souciait pas du statut de membre du club de mon père ou des faux pleurs de ma mère. Cet après-midi-là, nous sommes entrés dans un immeuble de bureaux élégants et imposants du centre-ville. Nous avions rendez-vous avec Maître Hay,
un avocat principal spécialisé dans l'abus financier envers les personnes âgées et la fraude fiduciaire. C'était un homme grand et imposant, aux cheveux grisonnants et aux yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Nous avons posé les dossiers sur son immense bureau en acajou. Il a écouté ma grand-mère expliquer comment elle avait été tenue dans l'ignorance, comment ses questions avaient été écartées, et comment elle avait été abandonnée à l'aéroport. Il a examiné les retraits non autorisés, les formulaires de consentement falsifiés de Carter et les paiements de location de la Porsche. Maître n'a pas bronché. Il n'a pas offert de sympathie vide. Il a juste tapoté son stylo sur le bureau. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, Monsieur Davis, a dit l'avocat, sa voix un grondement bas et dangereux. C'est une exploitation financière systématique d'un adulte vulnérable. La procuration a été transformée en arme. L'implication de Carter en fait une conspiration multipartite. Ils ont siphonné plus de 100 000 $. Grand-mère s'est redressée parfaitement. Je veux tout récupérer, chaque centime. Et je veux qu'ils me regardent dans les yeux quand ils réaliseront qu'ils ont été pris. Nous pouvons déposer une injonction d'urgence pour geler les comptes immédiatement, a expliqué Maître. Nous révoquerons sa procuration aujourd'hui et nous émettrons ensuite un avis formel pour une médiation juridique obligatoire. S'il refuse ou mente, nous irons devant un tribunal pénal. La pièce a changé. Pendant des années, ma famille avait détenu tout le pouvoir. Il dictait qui réussissait, qui était digne et qui était invisible. Mais assis dans ce bureau, fixant le piège juridique étanche que nous venions de construire, j'ai senti l'équilibre des pouvoirs basculer violemment entre mes mains. Nous avons passé les jours suivants à nous préparer. Mes parents et Mathieu étaient toujours dans la station balnéaire de luxe, postant des photos sur les réseaux sociaux, buvant des cocktails payés avec de l'argent volé, complètement inconscients du fait que le sol sous leurs pieds s'était transformé en gouffre. Ils devaient atterrir un jeudi après-midi. Ils s'attendaient à un aéroport vide, un trajet confortable jusqu'à la maison, et la continuation de leur vie parfaite et supérieure. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait à la porte d'arrivée. 5e partie. Climax. La vérité éclatante. 1500 mots. Le hall d'arrivée du terminal international était bruyant, rempli de familles tenant des ballons et de chauffeurs tenant des pancartes avec des noms. L'air sentait le café éventé et le kérosène. Je me tenais près du bord de la barrière de sécurité, les mains enfoncées profondément dans mes poches. À ma gauche se tenait grand-mère Éléonore. Elle n'affichait pas le sourire plein d'espoir qu'elle avait il y a 4 jours. Elle portait un trench coat noir élégant, sa posture rigide, son menton relevé. À ma droite se tenait Chloé, vêtue de son habituel simple pull noir, calme et sereine. Et juste à côté de nous se tenait Maître, tenant un épais dossier juridiquement contraignant qui contenait assez de puissance explosive pour anéantir toute l'existence de ma famille. Les voilà, ai-je murmuré. Par les portes vitrées coulissantes, ils sont apparus. Mon père, Robert, avait l'air incroyablement détendu, arborant un bronzage profond et poussant un chariot chargé de bagages de marque. Ma mère riait, tenant le bras de Mathieu. Mathieu marchait légèrement devant sa fiancée, faisant défiler son téléphone, ressemblant à un roi retournant dans son royaume. Il portait cette confiance désinvolte et arrogante des gens qui croient sincèrement que l'univers existe simplement pour les servir. Ma mère nous a repérés la première. Elle a ralenti, son rire mourant dans sa gorge. Elle a donné un coup de coude à mon père. Papa a levé les yeux, son front se plissant de confusion. Il a lâché le chariot à bagages. Julien, Éléonore, qu'est-ce que vous faites ici? Il a forcé un sourire étrange, essayant de construire rapidement un récit. Vous êtes venu nous chercher? Je vous avais dit que nous avions un service de voiture. Il a fait un pas en avant, tendant la main pour serrer ma grand-mère dans ses bras, mais elle a fait un pas en arrière délibéré et sec. Le rejet était si physique que mon père a littéralement trébuché. Je ne suis pas ici pour un trajet, Robert, a dit grand-mère Éléonore, sa voix portant une autorité qui a fait tourner les têtes des voyageurs environnants. Mathieu a levé les yeux au ciel, glissant son téléphone dans sa poche. Grand drame. Immédiatement après l'atterrissage. Écoute, grand-mère. Si c'est toujours à propos de l'erreur de billet, nous t'avons apporté un très joli foulard en soie. Tais-toi, Mathieu, ai-je claqué, me plaçant directement dans son champ de vision. Personne ne se soucie de tes souvenirs. Ma mère s'est hérissée, ses yeux jetant nerveusement des regards vers Maître, reconnaissant la coupe coûteuse de son costume. Julien,
qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Maître n'a pas attendu d'être présenté. Il s'est avancé, sa voix parfaitement modulée. Un bourreau professionnel. Je suis Arthur Hay, avocat représentant Madame Eleanor Davis. Nous sommes ici pour vous signifier un avis formel concernant l'utilisation non autorisée de ces actifs, la violation grave du devoir fiduciaire et l'exploitation financière d'une personne âgée. La couleur a quitté le visage de mon père si vite qu'il a eu l'air malade. Sa mâchoire est littéralement tombée. Quoi? C'est absurde. Je gère ses comptes. J'ai une procuration. Vous aviez une procuration, a corrigé Maître Hay en douceur, lui tendant l'épaisse enveloppe. Elle a été légalement révoquée hier matin. Tous les comptes associés sont actuellement gelés. Nous avons entièrement documenté le transfert de fonds vers une LLC au nom de votre femme, ainsi que la documentation frauduleuse traitée par votre associé, Carter. Carter? Ma mère a halté, sa main volant à sa bouche. Grand-mère Éléonore a fait un pas de plus vers mes parents. La fragilité avait complètement disparu. Tu ne m'as pas seulement laissé sans billet, Robert. Tu m'as volé pour surclasser ton fils. Tu as utilisé mon argent pour rénover ta maison. Tu m'as traité comme un compte bancaire qui n'avait pas de pouls. Maman, s'il te plaît. Mon père a balbutié, la sueur lui perlait sur le front. Tu es confuse. Tu m'as donné la permission pour ces investissements. Nous te rendions service. Je ne suis pas confuse, a-t-elle répliqué, sa voix résonnant sur les hauts plafonds. Tu n'as rien expliqué. Tu as évité, tu as minimisé, et tu as menti. Tu as utilisé ma confiance pour financer ton propre ego. La contenance de Mathieu a finalement craqué. Sa façade arrogante s'est brisée, révélant l'enfant terrifié et gâté en dessous. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. C'est toi. Tu fais ça parce que tu es jaloux. Parce que papa m'a donné ton fonds de mariage. Tu essaies de nous humilier. Ce n'est pas de l'humiliation, Mathieu, ai-je dit doucement, savourant la pure terreur dans ses yeux. C'est de la responsabilité. Oh, et au fait, le contrat de location de ta Porsche. Nous avons arrêté le prélèvement automatique. J'espère que tu as économisé ton propre argent parce qu'ils vont venir la récupérer. Mathieu s'est étouffé. Sa fiancée, debout à quelques mètres, la regardait avec une horreur absolue. Mathieu, de quoi parle-t-il? Tu as dit que tu avais acheté cette voiture. Jessica, attends. Je peux expliquer. Mathieu a paniqué, tendant la main vers elle, mais elle a reculé avec dégoût. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, ma mère a tourné sa vitriole vers la cible la plus facile qu'elle ait pu trouver. Elle a fusillé Chloé du regard. Je sais que tu es derrière tout ça. Espèce de petite profiteuse. Tu as vu que la famille de Julien avait de l'argent et tu as orchestré ça pour nous déchirer. Qu'est-ce que tu connais du monde réel? Vous êtes deux perdants pathétiques qui n'ont même pas de vraie carrière. Chloé n'a pas bronché. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement offert le même sourire poli et neutre qu'elle avait eu lors de ce premier dîner. Vous avez raison, Sarah, a dit Chloé calmement. Je ne parle pas beaucoup de ma carrière. J'ai été très sélective avec ceux en qui je fais confiance. Elle a plongé la main dans la poche de son manteau et a sorti son téléphone. Elle a tapoté l'écran 2 fois et l'a tenu directement devant le visage de mon frère. Mathieu s'est penché pour regarder. C'était une carte de visite numérique, un profil d'article de Forbes. Ses yeux se sont écarquillés, son souffle s'est coupé. Le sourire arrogant ne s'est pas contenté de fondre. Il a été complètement anéanti. Il a regardé du téléphone à Chloé et de Chloé au téléphone. Vous, Mathieu a balbutié, sa voix à peine un murmure. Vous êtes C.L. Vance. Vous possédez Nexus Tech. Chloé a hoché la tête une fois. Mon père a cligné des yeux rapidement, complètement perdu. Nexus? Qu'est-ce que c'est? Mathieu s'est tourné vers mon père, l'air d'être sur le point de vomir. Papa. Nexus est la société de logiciels d'entreprise. C'est la société avec laquelle mon entreprise essaie d'obtenir un contrat de plusieurs millions de dollars depuis 6 mois. Toute ma promotion est basée sur l'obtention de ce contrat. Mes parents se sont figés. Le silence qui est tombé sur eux était absolu. La personne qu'ils avaient ridiculisée pour avoir porté des pulls bon marché était la PDG d'un empire technologique.
Une femme qui possédait une valeur nette qui faisait passer la richesse volée de ma famille pour de la petite monnaie. Chloé a regardé directement mon père. Julien m'a dit que vous avez posé des questions sur mon salaire. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais pour être clair, Robert, le succès n'excuse pas le manque de respect, et le respect ne nécessite pas le succès. Vous m'avez jugé parce que vous êtes superficiel. Vous avez volé à Éléonore parce que vous êtes avide, et votre fils n'obtiendra pas ce contrat parce que mon entreprise ne fait pas affaire avec des voleurs. Ma mère avait l'air de vouloir s'évanouir. Mon père a fixé les papiers légaux dans sa main comme s'ils étaient en feu. Mathieu est resté là, son monde s'effondrant en temps réel. Nous vous verrons à la médiation, a déclaré maître et formellement. Si vous ne comparaissez pas, le tribunal engagera des poursuites pénales pour détournement de fonds. Nous nous sommes retournés et sommes partis. Nous les avons laissés debout au milieu de l'aéroport, entourés de leurs bagages coûteux, de leurs faux statuts, et de la réalisation écrasante que leur vie entière venait d'être détruite. C'est un moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience d'être arrivé jusqu'ici avec moi. Vous êtes incroyable. Veuillez aimer la vidéo et laisser un commentaire avec le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à présent. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fera également savoir que mes expériences sont significatives pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. Ce qui nous ramène au présent, à 6 heures ce matin, au bruit du pied de biche détruisant le bois autour de ma serrure. Après la dévastation à l'aéroport hier, ma famille s'était inévitablement plongée dans un état de désespoir rapide et absolu. La réalisation que leurs actifs étaient gelés, que la carrière de Mathieu implosait et que des accusations criminelles planaient au-dessus de leur tête les avaient complètement rendus fous. Ils ne pouvaient pas intimider Maître et ils ne pouvaient pas joindre grand-mère Éléonore parce qu'elle séjournait en toute sécurité dans un hôtel de luxe que j'avais réservé pour elle sous un alias. Alors, ils sont venus chercher la cible la plus facile qu'ils pensaient avoir laissée, moi. Ouvre cette fichue porte, Julien. Mon père a rugi depuis le couloir, claquant de nouveau le pied de biche en métal contre la porte. Il ne répond pas. Robert, défonce-la. Ma mère a hurlé, sa voix résonnant sur les murs en béton de mon immeuble. Il nous doit. Nous l'avons élevé. Il ne peut pas faire ça à son propre sang. J'ai pris une autre gorgée de mon café. Le bois autour de la serrure s'est fendu, une grande fissure traversant le centre de la porte. Ils allaient réellement entrer par effraction. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre droit qu'ils pensaient pouvoir simplement faire irruption chez moi et me soumettre par des cris, comme ils l'avaient fait toute ma vie. Mais ils ont oublié un détail crucial, je n'étais plus l'enfant silencieux et invisible. J'ai posé ma tasse de café sur l'îlot de cuisine. J'ai ramassé le dossier couleur ocre. J'ai marché lentement vers la porte d'entrée. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas discuté. J'ai juste tendu la main, défait la chaîne, déverrouillé le pêne dormant et ouvert la porte avant que mon père ne puisse brandir à nouveau le pied de biche. Mon père a trébuché en avant, l'outil lourd en fer levé dans sa main droite. Il haletait, son visage rouge et moite de sueur. Sa chemise de créateur était défaite et froissée. Ma mère se tenait derrière lui, les cheveux en désordre, les yeux fous de panique. Mathieu était appuyé contre le mur du couloir, l'air pâle, épuisé et complètement vaincu. Mon père a croisé mon regard, serrant fermement le pied de biche. « Tu vas m'écouter, espèce d'ingrat. Lâchez l'arme, monsieur, tout de suite. Lâchez-la par terre et reculez. » La voix ne venait pas de moi. Elle venait des ombres du couloir de mon appartement, juste derrière le mur de mon salon. Mon père s'est figé. Ses yeux ont dépassé mon épaule. Entrant dans la lumière se tenait l'officier Davis, un vétéran massif et impassible du service de police de la ville. Sa main reposait négligemment mais fermement sur sa ceinture de service. J'avais appelé le poste de police 20 minutes plus tôt lorsque j'avais vu la voiture de mon père s'engouffrer dans le parking de mon complexe d'appartements sur les caméras de sécurité. J'avais dit à la répartition qu'il y avait des individus hostiles tentant une effraction. Le pied de biche a glissé des doigts de mon père. Il a heurté le sol du couloir avec un bruit métallique. Officier, c'est un malentendu. Mon père a balbutié, faisant un pas en arrière massif, levant les mains en signe de reddition immédiate. Toute la rage, toute la bravade, tout le prétendu pouvoir qu'il avait sur moi ont disparu en une milliseconde.
Il n'était soudainement qu'un homme terrifié et pathétique pris en flagrant délit. C'est mon fils. C'est un différend familial. Nous avions juste besoin de lui parler. Tenter de défoncer une porte avec un pied de biche n'est pas un différend familial. Monsieur, c'est une tentative d'effraction et de destruction de propriété, a dit l'officier Davis, sa voix dure. Reculez contre le mur. Tous les trois. Ma mère a commencé à hyperventiler, pressant ses mains contre le mur de briques du couloir. Nous ne voulions pas. Nous voulons juste parler. S'il vous plaît, Julien. Dites-lui. Ne les laissez pas arrêter votre père. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Les gens qui m'avaient fait me sentir petit toute ma vie. Les gens qui avaient volé la femme qui m'aimait, qui avaient raillé la femme que j'allais épouser, et qui avaient essayé de me rejeter parce que je ne correspondais pas à leur esthétique. Ils avaient l'air incroyablement petits. Je ne porterai pas plainte au pénal pour la porte, officier Davis, ai-je dit calmement. Mes parents ont poussé un soupir de soulagement massif et synchronisé. Ma mère a même sangloté. Cependant, ai-je continué, brandissant l'épais dossier couleur ocre. J'avais besoin d'une présence policière pour assurer la remise en toute sécurité de ces documents, car les individus sont très instables. Je suis sorti dans le couloir. Je me suis dirigé droit vers mon père. Il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il fixait le sol, tremblant légèrement. J'ai sorti l'épaisse pile de papier du dossier. C'était la convocation officielle du tribunal pour la médiation financière, les documents de divulgation officielle détaillant chaque dollar volé et une ordonnance restrictive leur interdisant de contacter grand-mère Éléonore. J'ai pressé les papiers fermement contre la poitrine de mon père jusqu'à ce que ses mains se lèvent automatiquement pour les prendre. C'est la réalité, papa, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, mais tranchant le silence du couloir. Tu vas assister à cette médiation. Tu vas céder l'acte de propriété de la propriété de vacances que tu as acheté avec son argent. Tu vas liquider tes actifs pour rembourser chaque centime que tu as volé. Si tu refuses, si tu mens, maître et remettra cela au procureur, et tu iras en prison pour abus envers les personnes âgées. Je me suis tourné vers Mathieu. Il ne pouvait même pas me regarder. Il fixait le mur, complètement brisé. Et Mathieu, ai-je dit, la dépanneuse est déjà à ton complexe d'appartement. La Porsche a disparu. J'espère que tu apprécieras le trajet en bus jusqu'à ton mariage, si le mariage a même encore lieu. Je n'ai pas attendu de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis retourné, je suis rentré dans mon appartement et j'ai regardé l'officier Davis. Merci, officier. Je pense qu'ils partent maintenant. L'officier Davis a hoché la tête, posant sa main sur le cadre de la porte. Il a regardé mon père. Vous avez entendu l'homme. Prenez vos papiers et quittez les lieux immédiatement ou vous partirez tous menottés. Bougez. J'ai fermé la porte. Elle ne s'est pas fermée parfaitement parce que le bois était fendu, mais cela n'avait pas d'importance. La barrière était là. Je me suis appuyé contre le bois cassé, écoutant le son de leurs pas s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur. J'ai entendu les portes se fermer. Et puis il n'y a eu que le silence. Pour la première fois dans mes 29 ans de vie, le poids suffocant de ma famille avait complètement disparu. La tempête qu'ils avaient créée s'était finalement apaisée, laissant derrière elle une clarté profonde, terrifiante et magnifique. Ils avaient essayé de défoncer ma porte, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est se verrouiller définitivement hors de ma vie. La médiation légale obligatoire a eu lieu exactement 6 semaines après la rencontre désastreuse à la porte de mon appartement. Nous ne nous sommes pas rencontrés dans un bureau confortable avec un éclairage chaleureux. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence stérile et glaciale à l'intérieur du palais de justice du comté. Les murs étaient peints d'un gris sans vie. La lourde table en acajou ressemblait à une dalle de glace, et le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un marteau. Ma famille avait l'air complètement différente des gens arrogants qui s'étaient pavanés à l'aéroport. Mon père, Robert, portait un costume qui semblait soudain de taille trop grand pour lui. La posture arrogante avait disparu. Ses épaules étaient affaissées, et il frottait compulsivement ses tempes. Ma mère, Sarah, avait de cernes sous les yeux, son maquillage parfait habituel complètement abandonné. Mathieu était assis à l'extrémité de la table, fixant le grain du bois, l'air d'un fantôme. Assis à côté de mon père se trouvait Carter, le conseiller financier déchu,
transpirant abondamment et refusant d'établir un contact visuel avec qui que ce soit. De notre côté de la table, le contraste était absolu. Je me tenais droit, les mains croisées sur la table. Chloé était assise à côté de moi, rayonnant de son calme habituel, d'une confiance inébranlable. Grand-mère Éléonore était assise à la tête de notre côté, vêtue d'un magnifique chemisier fleuri. Elle avait l'air plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le lourd fardeau de leur manipulation avait été levé, remplacé par une dignité féroce et indéniable. Et à côté d'elle se tenait Maître, notre avocat, arrangeant ses dossiers méticuleusement organisés avec une précision chirurgicale. À la tête de toute la table se tenait la médiatrice Peterson. C'était une ancienne juge aux cheveux gris acier, aux lunettes acérées et réputée pour être absolument impitoyable en matière d'exploitation des personnes âgées. Elle ne se souciait pas des adhésions au club de mon père. Elle se souciait des relevés bancaires devant elle. Passons directement au fait, a commencé la médiatrice Peterson, sa voix fendant la pièce silencieuse. Mon père s'est raclé la gorge. Le bruit ressemblait à des feuilles sèches qui s'écrasent. Votre honneur, je veux dire, madame la médiatrice. Éléonore venait fréquemment. Nous voulions créer un environnement confortable pour elle. La maison fait partie de son héritage. C'est un investissement pour la famille. Peterson n'a même pas scié. Elle a ramassé un autre morceau de papier. Je constate également un retrait de $12 000 de son compte de retraite, qui correspond mystérieusement au coût exact d'un surclassement en première classe et d'une location de villa de luxe pour votre fils. A-t-elle également bénéficié du champagne servi sur ce vol? Alors qu'elle était laissée debout au comptoir d'enregistrement économique? Ma mère a poussé un sanglot fort et pathétique. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Nous avons fait une erreur. Nous étions juste sous tellement de pression avec le mariage. Mathieu travaille si dur pour son salaire et nous voulions juste qu'il ait une semaine parfaite. S'il vous plaît, Éléonore, dites-leur que nous vous aimons. Grand-mère Éléonore a regardé de l'autre côté de la table. Ses yeux étaient complètement froids. Vous aimez la façon dont j'ai financé votre style de vie, Sarah. Vous ne m'aimez pas. Vous avez traité mes économies de toute une vie comme votre tirelire personnel. Maître s'est penché en avant. Médiatrice Peterson, nous ne sommes pas intéressés par une négociation prolongée. Nous avons documenté $140 000 de retrait non autorisé, des formulaires de consentement falsifiés traités par Monsieur Carter, et une négligence grave du devoir fiduciaire. Nous exigeons une restitution immédiate. Ils liquideront la maison de vacances qu'ils ont achetée l'année dernière. Ils videront leur propre portefeuille d'investissement. Chaque centime sera restitué à Madame Davis par le biais de paiements structurés sous contrôle judiciaire. S'ils refusent de signer cet accord aujourd'hui, nous quitterons cette pièce et remettrons l'intégralité du dossier au procureur pour des poursuites pénales. Carter a littéralement sauté de sa chaise. Je signerai. Je coopérerai pleinement. J'ai l'assurance pour couvrir ma part. S'il vous plaît, je ne peux pas perdre ma licence. Mon père a fusillé Carter d'un regard de pure haine, mais il n'avait plus aucun levier. Les murs s'étaient complètement refermés. Il a regardé les documents poussés sur la table. Ses mains tremblaient violemment en prenant le stylo. En ce seul instant, j'ai vu mon père signer sa fausse richesse, son statut volé et sa fierté imméritée. Mon fonds d'études universitaires volé me semblait un lointain souvenir comparé à la ruine financière absolue qu'il venait de s'infliger. La session s'est terminée. Nous sommes sortis du palais de justice et sommes entrés sous le soleil éclatant de l'après-midi. Mes parents et Mathieu sont sortis quelques instants plus tard. Ils avaient l'air physiquement malades. Ils se sont précipités dans les escaliers en béton, désespérés d'échapper à l'humiliation, mais l'univers n'en avait pas encore fini avec eux. Tandis que Mathieu atteignait le trottoir, un moteur diesel bruyant et puissant a démarré juste devant le bâtiment. Une énorme dépanneuse commerciale était garée près du trottoir et accrochée à l'arrière du camion, ses roues avant levées haut dans les airs, se trouvait la Porsche noire minuit de Mathieu. L'employé de la fourrière, un homme costaud vêtu d'un gilet haute visibilité, serrait les chaînes de sécurité. Mathieu a commencé à courir. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Pose ça. L'employé de la fourrière n'a même pas levé les yeux. Le véhicule est signalé pour un défaut critique de paiement de location. Je le ramène à la concession, mon pote. Parlez à la banque. Non, attends. Je peux avoir l'argent. Donne-moi juste un jour.
Mathieu a supplié, sa voix se brisant bruyamment. L'enfant en or sautait littéralement sur un trottoir public, hurlant après un chauffeur de dépanneuse. Une berline argentée et élégante s'est arrêtée directement derrière la dépanneuse. La porte côté conducteur s'est ouverte et Jessica est sortie. La fiancée de Mathieu. Elle était venue séparément pour le retrouver après la médiation, exigeant de connaître la vérité sur les accusations qu'elle avait entendues à l'aéroport. Elle se tenait sur le trottoir, regardant l'homme qu'elle était censée épouser supplier un chauffeur de dépanneuse à cause d'une voiture qu'il avait louée avec l'argent de sa grand-mère. Mathieu s'est retourné et l'a vue. Tout le sang a quitté son visage. Jessica, bébé, c'est un malentendu. La banque a fait une erreur. Jessica a fermé la porte de sa voiture. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air complètement dégoûtée. Elle a plongé la main dans son sac à main et en a sorti une petite boîte en velours. Elle s'est approchée de Mathieu et a pressé la boîte fermement contre sa poitrine. « Il n'y a pas d'erreur, Mathieu, » a dit Jessica, sa voix ruisselant de mépris. « J'ai parlé à mon père. Il a vérifié les rapports de crédit. Tu n'as rien. Tes parents n'ont rien. Tu as bâti toute une vie sur des mensonges et l'abus envers les personnes âgées. Je n'épouserai pas un fraudeur. Je ne supporterai pas un divorce compliqué dans 2 ans parce que l'IRS te rattrapera enfin. Et je n'aurai certainement pas d'enfant avec un homme qui vole sa propre famille juste pour se disputer la garde quand tu finiras inévitablement en prison. Jessica, s'il te plaît. Le mariage est dans 3 semaines. Les acomptes sont payés. Le mariage est annulé, dit-elle sèchement. Ne me contacte plus jamais. Elle s'est retournée, est remontée dans sa voiture et est partie. La dépanneuse a klaxonné bruyamment et s'est éloignée du trottoir, traînant le faux symbole du succès de Mathieu dans la rue. Mathieu s'est effondré sur le banc en béton à côté des marches du palais de justice, enfouissant sa tête dans ses mains, complètement seul. Il n'a pas seulement perdu sa fiancée et sa voiture. Le lendemain matin, son entreprise l'a officiellement licencié. Nexus Tech, la société de Chloé, avait officiellement envoyé une lettre au conseil d'administration de son entreprise. La lettre indiquait qu'ils annulaient toutes les négociations de contrat en raison de graves préoccupations éthiques concernant la conduite professionnelle et personnelle de Mathieu. La promotion dont il s'était vanté au dîner était partie en fumée. Sa carrière était réduite en cendres. Quelques semaines plus tard, grand-mère Éléonore a rencontré Maître une dernière fois. Elle a complètement restructuré son patrimoine. Elle a sécurisé son héritage dans une fiducie inattaquable. Elle a formellement déshérité mon père, ma mère et Mathieu. Il ne verrait pas un seul centime de son argent, et elle a rendu légalement contraignant le fait qu'ils ne seraient même pas les bienvenus à ses funérailles. Elle a coupé les branches pourries de son arbre généalogique pour sauver les racines. Avec ses finances restaurées et sa paix d'esprit retrouvée, Chloé et moi avons aidé grand-mère à faire ses cartons dans sa vieille maison. Elle contenait trop de mauvais souvenirs. Nous avons trouvé un magnifique cottage de plein pied en bordure de ville. Il avait un porche enveloppant, d'immenses baies vitrées qui laissaient entrer la lumière du matin, et un immense jardin. Chloé et moi avons passé 3 week-ends à labourer le sol, à planter des rangées d'hortensias, de lavande et de rosiers grimpants éclatants. Quand nous avons finalement emmené grand-mère dans le jardin et lui avons montré le jardin, elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement dirigée vers le rosier le plus proche, a touché les doux pétales rouges et a souri. Un sourire si sincère qu'il m'a fait mal à la poitrine. Cela fait 2 ans depuis ce matin où mon père a essayé de défoncer ma porte. 2 ans depuis que la tempête a finalement éclaté et emporté tous les débris toxiques de nos vies. Mes parents ont vendu leur grande maison vide. Ils y ont été contraints. Les remboursements ordonnés par le tribunal, combinés aux frais de justice et à la perte de leur style de vie volé, les ont forcés à déménager dans un petit appartement exigu de l'autre côté de l'État. Mathieu a emménagé avec eux. Il occupe actuellement un poste administratif de niveau intermédiaire, loin du statut d'élite corporative qu'il adorait autrefois. Ils essaient occasionnellement d'envoyer des emails ou de laisser des messages vocaux, généralement pendant les fêtes, offrant des excuses faibles enveloppées dans de lourds sentiments de culpabilité. Je les supprime sans les écouter. On ne peut pas guérir dans le même environnement qui vous a brisé. Et je refuse de laisser leur poison revenir dans mon sang. Ma vie, cependant, a pris une trajectoire complètement différente. Le processus de protection de ma grand-mère a débloqué quelque chose de profond en moi. J'ai réalisé que mon entreprise de conception graphique était un succès, mais qu'elle manquait d'un véritable but.
J'ai commencé à offrir mes compétences bénévolement à un programme national de défense des aînés. J'ai conçu leur campagne de sensibilisation, construit leur plateforme numérique et je suis finalement devenu membre à temps plein du conseil d'administration. Je voyage à travers le pays pour parler dans des centres communautaires et des séminaires juridiques, enseignant aux personnes âgées comment reconnaître les signes d'exploitation financière et comment protéger leurs biens des membres de leur famille prédateurs. J'ai trouvé ma voie en me battant pour les personnes qui avaient perdu la leur. Chloé et moi nous sommes mariés le printemps dernier. Nous n'avons pas eu de sculpture de glace. Nous n'avons pas loué de complexe de luxe. Nous nous sommes mariés dans le jardin de grand-mère Éléonore, entourés de rosiers en fleurs et des gens qui se souciaient vraiment de nous. Chloé portait une robe blanche simple et élégante. Je portais un costume qui me semblait enfin m'appartenir. Pendant la réception, alors que le soleil commençait à se coucher et que les guirlandes lumineuses illuminaient le jardin, je me suis dirigé vers le banc en bois où grand-mère était assise. Elle tenait une tasse de thé chaud, regardant Chloé danser avec certains de nos amis proches. Je me suis assis à côté d'elle. L'air sentait la lavande et la terre humide. C'était parfaitement paisible. « Tu as l'air heureux, Julien » dit-elle doucement, sans quitter des yeux la foule qui dansait. « Je le suis » répondis-je. Plus que je n'aurais jamais cru l'être. Elle a tendu la main et a posé la sienne sur la mienne. Sa peau était fine, mais sa prise était ferme et chaleureuse. Je t'avais dit que la douceur était pour l'équilibre. Tu devais juste traverser les parties amères pour y arriver. Elle avait raison. J'ai passé toute mon enfance à regarder un mur de la gloire qui n'avait pas de place pour moi. J'ai cru au mensonge selon lequel l'approbation de mes parents était la mesure ultime de ma valeur. Mais ici, sous le ciel ouvert, tenant la main de la femme qui m'a sauvé et regardant la femme que j'aime rire au loin, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement libérateur, la vraie famille n'est pas définie par l'ADN partagé. Le sang vous rend parent, mais la loyauté, le respect et la protection inconditionnelle vous rendent famille. L'amour n'exige pas le silence. Il ne vous force pas à vous rabaisser pour faire en sorte que les autres se sentent grands. Et si quelqu'un exige que vous sacrifiez votre paix, votre dignité ou votre sécurité juste pour maintenir la paix dans le foyer, ce n'est pas votre famille. Ce sont vos geôliers. Défoncer cette porte ne consistait pas seulement à empêcher mon père d'entrer dans mon appartement. Il s'agissait pour moi de briser enfin la cage invisible dans laquelle il m'avait gardé pendant près de 3 décennies. J'ai perdu mes parents et mon frère, mais j'ai gagné moi-même. Et c'est un échange que je ferai 1000 fois. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je voudrais prendre un moment pour m'adresser directement à tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la toute fin. L'histoire que je viens de partager n'est pas seulement un conflit familial dramatique. Elle met en lumière une épidémie silencieuse qui se produit à huis clos chaque jour, l'abus financier envers les personnes âgées. Il est incroyablement facile pour les membres manipulateurs de la famille d'utiliser leur procuration comme une arme, d'isoler les personnes âgées et de siphonner leurs économies de toute une vie sous le déguisement de l'aide. Les auteurs comptent sur la honte, la confusion et l'amour inconditionnel de la victime pour s'en tirer. Ils supposent que personne ne regarde. Ils supposent que les personnes âgées sont trop fragiles pour se défendre. Mais nous pouvons changer cela. Vérifiez l'état de vos proches âgés. Posez des questions difficiles sur leurs finances, leurs documents juridiques et leurs soignants. Ne laissez personne les isoler. Si vous constatez des changements soudains dans leurs habitudes bancaires, des transferts inexpliqués, ou si un membre de la famille devient trop sur la défensive à propos de la planification successorale, ne restez pas silencieux. Faites confiance à votre instinct et consultez un conseiller juridique professionnel. Protéger nos aînés n'est pas seulement une obligation familiale. C'est un impératif moral. Ils ont passé leur vie à construire une fondation pour nous et ils méritent de vivre leur dernier chapitre avec une dignité, une sécurité et un respect absolu. Si cette histoire a résonné en vous, si vous êtes d'accord que nous devons nous lever et protéger farouchement les personnes vulnérables de notre entourage contre ceux qui cherchent à les exploiter. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et taper le mot « bien » ou partager la leçon la plus importante que vous retenez de mon expérience. Votre engagement aide à faire passer ce message à plus de personnes qui pourraient en avoir désespérément besoin en ce moment. Merci d'avoir écouté. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas de toujours protéger votre paix.